Nous sommes avec les confrères journalistes Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil, et Adam Adjourounou, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Adam, bonjour. Bonjour Anita, bonjour téléspectateurs, sans oublier les téléspectatrices de la télévision Espoir 47. Depuis la reprise, on ne vous a pas vu sur ce plateau, vous nous avez manqué. C'est vrai que la dernière fois, on vous a suivi par téléphone. Ouais, bon, c'est un plaisir de revenir, vous savez, c'est... Merci. Ouais. Germain, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs de P47. Merci pour l'invitation. Et la rédaction de Togo Réveil, ça se passe bien? Oui, on remercie Dieu. Bon, économiquement, c'est chaud. C'est chaud partout. Sur le plan traitement de l'information, nous essayons d'être à la hauteur des attentes de nos lecteurs, de ceux qui nous suivent. Donc, grâce à Dieu, ça va. Alors, nous parlerons essentiellement éducation et politique dans cette émission aujourd'hui. Après l'interdiction des cours de répétition payants, le ministre Kokoro interdit les cours de vacances payants. Finalement, Adam, le ministre aurait quelque chose contre les enseignants? Non, loin de là. Les cours de répétition qui sont interdits, En fait, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses qui expliquent cela. Il faut séquencer ces prises de décision-là dans la période que nous traversons actuellement. Et nous l'avons titré ce matin, et en parlant d'un certain nombre d'aspects qu'il faut prendre en compte lorsque nous prenons, et que ce soit l'interdiction des répétitions payantes, et que ce soit aussi au niveau des cours de vacances aussi payants. Vous constaterez d'abord qu'on ne peut pas prendre ce genre de décision sans prendre en compte l'environnement sanitaire qui a conduit à cette crise économique que nous vivons également. Mais au-delà de ça aussi, c'est une décision qui appelle le bon sens, parce que vous savez, le ministre Kokoroko d'abord et avant tout, c'est un pédagogue. Il sait que les élèves, les apprenants, normalement ce que les pédagogues disent pour la plupart du temps, les enfants ont besoin d'un temps pour se reposer. Souvent, nous ne le prenons pas en compte. Moi, je faisais un petit parallèle hier en disant, en France, lorsque vous prenez un Français qui va en vacances, vous lui dites que vous allez multiplier son salaire par 3, il ne serait pas là. Parce qu'il le maintient dans son programme. Parce qu'il sait que c'est toujours bon pour le succès. Voilà, c'est tout ce qui conduit à cela. Et les enfants, ils finissent donc les cours, on les maintient encore pendant un bon moment pour ces cours de vacances, etc. Cela perturbe en réalité. Aujourd'hui, dans une de nos émissions, nous avons eu à appeler un enseignant en direct qui nous disait que ce sont des cours de remise à niveau et que ça n'a jamais fait du mal aux apprenants. Non, ce n'est pas que ça fait du mal. Ce que dit le professeur Kokoroko, ce n'est pas que ça fait du mal. Comme je le disais tantôt, il a pris en compte le paramètre économique qu'il faut prendre en compte, mais il a pris également le paramètre du bon sens qui voudrait que les enfants aient un temps de repos, ce que les parents ne savent pas, puisque la plupart du temps, on veut que les enfants soient toujours classe, puisque des fois, la perturbation de maison, etc., il faut les remettre à niveau. On est d'accord, mais au même moment, ça perturbe aussi, disons, les prévisions économiques, mais au même moment, il sait que dans la pédagogie, ce temps-là est nécessaire pour que les enfants aussi se reposent. Donc voilà tous ces aspects-là mis ensemble qui ont poussé le ministre Kokoroko à pouvoir prendre ces genres de décisions. Il n'est pas le seul. Moi, je faisais un portrait croisé entre le ministre Kokoroko et la ministre ivoirienne de l'éducation, Madame Koné, qui aussi en son temps a pris pratiquement les mêmes décisions, mais sauf que ici, c'est que c'est suivi des faits. C'est suivi des faits parce que le ministre Kokoroko estime qu'au niveau surtout de l'enseignement, il faut qu'il y ait un certain nombre d'équité, puisque les parents qui n'ont pas les moyens puissent aussi avoir des enfants qui puissent être évalués. À part ça, il y a aussi des ramifications qui sont aussi interpellées, et puis personne ne va le nier. Moi, j'étais sur un plateau avec un enseignant lorsqu'on a posé le problème, puisque vous savez, et moi j'ai fait également l'expérience sur... par ma fille, la fille de mon grand frère. La fille, elle était en classe de 3e. Lorsque vous voyez ses notes, elle frôlait pratiquement les 17. Mais lorsque vous prenez aujourd'hui, après le BPC, il y a eu dans la même classe qui ont eu pratiquement 16 et 17.
et elle était revenue pratiquement à 12. Donc vous convenez, puisque le parent a pris les répétiteurs qu'il enseignait, pratiquement 3 ou 4 répétiteurs, je sais qu'il y a maths, il y a le français, il y a l'anglais, etc., qui donnaient pratiquement des notes flatteuses. Donc vous voyez, dans ce genre de conditions, le parent avait cru que l'enfant était véritablement au top. On s'attendait véritablement donc à des miracles, à des notes. Puisque j'ai vu des enfants aller jusqu'à 19 de moyenne, mais elle est revenue pratiquement à 12 de moyenne. Ça voudrait dire quelque part qu'il y a eu des notes flatteuses où les épreuves lui sont traitées d'avance et arrivé en classe, il donnait l'impression... La plupart du temps, c'est ce qui se passe dans les cours de répétition. Voilà, donc c'est pourquoi moi, bon, par exemple, il y a des professeurs qui disent lorsque tu veux un bon niveau pour ton enfant, il ne faut pas lui prendre l'enseignant qui l'enseigne pratiquement à l'école. Et ça, les parents qui ont des moyens, Coco n'a pas interdit qu'on puisse donc engager des enseignants qui enseignent à la maison, mais au niveau des établissements, que cela cesse, ou si cela devait y être, que cela soit gratuit. Alors, Germain, est-ce que les enseignants pourront respecter cette décision? Parce que vous avez suivi, en temps, le ministre avait fait une sortie dans la même semaine toujours pour dire qu'il y a certains établissements qui n'ont pas respecté l'interdiction des cours de répétition. Cette fois-ci, les vacances, c'est 2 mois, je crois. Hein. Oui, bon, il faut aussi rappeler l'aspect économique aussi de ces cours de vacances parce que ils permettent aux enseignants d'arrondir la fin du mois, surtout les enseignants du privé qui n'ont pas, pour certains qui n'ont pas le salaire pendant les vacances. Mais je crois que ce que le ministre demandait là, d'emblée dit, si les gens insistent pour le faire, ils doivent le faire gratuitement, que ça ne doit pas être payant. Et donc aujourd'hui, les gens, certains, selon le ministre, n'ont pas respecté la consigne. Il a même donné le nom de ces établissements-là. Voilà, et donc je pense qu'en le faisant, ça veut dire qu'il veille au grain. Et le connaissant, c'est celui qui va prendre des dispositions pour que ce dysfonctionnement s'arrête. Je crois que c'est à saluer, parce que moi, personnellement, j'ai jamais pensé que les cours de vacances apportent grand-chose aux élèves, surtout ceux qui passent en classe supérieure. En plus, même ceux qui reprennent, je crois qu'il faut les laisser se reposer un peu et reprendre. Et donc, après, moi, j'ai essayé ça une fois quand j'étais au CM2, mais après, j'ai jamais fait. Après le CPD, j'ai fait le cours de vacances pour découvrir comment ça se passe en 6e. Mais après, je me suis dit non. Ils sont faits pour se reposer. Voilà, donc, mais les institutions à la vie dure et les cours de vacances font partie de ces institutions-là qui datent d'une époque assez lointaine et donc qui vont être difficiles à supprimer. Je pense que l'objectif derrière, c'est de les faire arrêter. C'est pour ça que le ministre demande que ces cours soient gratuits, parce qu'on connaît bien les enseignants qui sont rarement des volontaires, voilà, qui n'accepteront pas donner ce cours-là, parce qu'eux aussi, ils ont droit aux vacances, ils ne vont pas laisser leurs vacances et aller donner des cours gratuitement. Mais en même temps, s'ils le faisaient, je pense que là, le ministre aussi fait d'une pierre deux coups, parce que nous sommes dans un cycle de gratuité au niveau de l'enseignement de l'éducation. Vous avez vu, on a supprimé les frais pour passer les examens, il y a eu même la gratuité au préscolaire. Donc, le gouvernement est dans une optique de supprimer des frais, d'alléger aux parents cette charge-là qu'est l'éducation des enfants. Donc, on est aussi dans cette optique-là. Et le ministère d'une pierre deux coups, ok, si vous maintenez vos cours, alors facilitez la vie aux enseignants et aux parents, donc rendez les gratuits. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, même le ministre vient de sortir, le même ministre vient de sortir une note où il interdit aux établissements, surtout aux établissements privés, qui font passer en classe supérieure des élèves qui sont recalés dans leurs établissements d'origine. Et donc, c'est un constat avéré. Je pense que ce ministre
fait effectivement le diagnostic de tout ce qui ne va pas, et la preuve, il a même lancé. Je pense que si ça continue comme ça et que les gens respectent ça, le niveau des apprenants sera rendu à la hausse. Hein. Oui, non, je crois que... Quand vous prenez un élève de CM2 comparé à un élève de CM2 d'avant, il n'y a pas match. Non, à mon niveau, il n'y a pas de... Non, c'est vrai que ça va aller de mal en pire, surtout avec les nouvelles technologies. Et en même temps, si les anciens élèves étaient plus consciencieux et étudiaient dans des conditions plus difficiles, aujourd'hui, il y a plus de facilité et les élèves ne sont pas aussi assidus que l'étaient nos aînés, nous-mêmes, et peut-être ceux qui sont passés bien avant, au début. Donc, le niveau s'abaisse, et au niveau même de l'enseignement, la qualité de ce qu'on apporte aux enfants aussi est à revoir. Et puis, il y a une réforme de l'enseignement même général qu'il faut voir par rapport aux matières qui sont dispensées, parce qu'il y a beaucoup de surcharges. Il y a des matières dont on peut se passer aujourd'hui et qui datent de l'époque coloniale. Peut-être des chapitres. Hein, vraiment, on peut se passer aujourd'hui. Je crois que et on attend le ministre aussi sur ce chantier-là. Et c'est à saluer. C'est l'un des ministres qui, dès qu'il a signé son engagement donc avec le Premier ministre, a pris le taureau par les cornes, a fait des nominations assez audacieuses pour radicalement changer certaines choses. Donc, il a montré les couleurs tout de suite. Et je crois que c'est vrai que certains critiquent, mais en même temps, pour faire changer les choses, il faut des hommes comme lui. Il faut des hommes comme lui. Et demain, je pense que on reviendra lui donner raison. Et même aujourd'hui, certains, une bonne partie de Togolais trouvent qu'il met le doigt là où ça fait mal. Il essaie de penser les plaies de l'éducation. Et on ne peut que lui souhaiter de continuer dans cette voie en espérant vivement que surtout le corps enseignant et les parents qui adhèrent généralement déjà à tout ce qu'il dit, surtout le corps enseignant, comprennent la pertinence et la justesse de toutes les mesures qu'il est en train de prendre. Alors, Adam, dites-nous, quelles répercussions sur l'éducation des enfants puisque les enseignants eux-mêmes nous disent ce sont des cours de remise à niveau. Maintenant, qui aura plus ces cours de remise à niveau à la reprise qu'est-ce qui va se passer dans les établissements? En réalité, chacun tire le drap de son côté. Jamais le disais tantôt, le ministre met souvent le doigt là où ça fait plus mal. Et lorsque vous savez la plus-value que ces enseignants-là engrangent dans ces cours de répétition, qui est un peu monnaie en cours de remise à niveau, on est d'accord. Mais au même moment, au finish, le ministre est en train de prendre ses dispositions pour faire respecter d'abord l'équité au niveau de l'enseignement et faire en sorte que pour rehausser pratiquement le niveau de ces enfants-là. Puisque nous l'avons dit ici, entre-temps, nous autres nous avions fréquenté dans des conditions assez difficiles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'abord aujourd'hui, on constate que soit dans le préscolaire, le scolaire, la maternelle et le préscolaire, d'abord l'enseignement est gratuit. Mais au même moment, les gens sont réticents à pouvoir respecter cette gratuité-là, ce qui convertissent pratiquement à ces cours de remise à niveau, etc. Donc je pense que, quelque part, si eux ils admettent que ces cours-là vont faire investir peut-être le niveau, au même moment, le ministre vise un objectif donné. Même si nous prenons au niveau de l'enseignement privé, où les gens essaient d'avancer le fait que le ministre ne prend pas soin pour donner l'ordre ou indigner donc à ces fondateurs-là de pouvoir peut-être rehausser le niveau de salaire, etc. Il faut déblayer tous ces aspects-là pour amener les enseignants. Si quelqu'un veut réellement donc engager un enseignant, qu'il engage sur les normes et qu'il y ait un quota salarial qui soit fixé. Ça peut même dépasser le quota du SMIC aujourd'hui. C'est ce à quoi veut arriver le ministre. C'est tout comme si vous prenez la corporation des journalistes, on dit qu'il faut faire respecter la convention collective, etc. Mais on est parti par où? Savoir qui est journaliste ou qui ne l'est pas. On ne peut pas, parce que, mine de rien, on prend quelqu'un, dehors on lui a dit, voilà, c'est un journaliste, donc au même moment, on lui applique cette convention collective-là. Il faut qu'on dissocie celui qui est pédagogue de celui qui ne l'est pas. Et partant de là, lorsqu'on va déblayer tout ce champ-là, puisque n'oubliez pas, il y a certains fondateurs
qui ont signé le contrat avec les enseignants essaient de dire que voilà, tu prends ceci, mais au même moment, en arrière-plan, tu peux le rattraper par ces cours-là. Donc ça veut dire que ces aspects-là font partie intégrante des contrats signés, ce qui est anormal. Donc le ministre veut déblayer tout ce champ-là et faire en sorte que si toi-même tu exiges à ce qu'on peut réellement te prendre au sérieux, on peut te signer un certain nombre de contrats, tu ne seras pas d'accord. Et d'ailleurs même les fondateurs ne prendront plus ces aspects-là et mettent ça dans les contrats. Alors toi-même tu sais que c'est déjà interdit, donc il faudrait que tu fixes des salaires qui puissent permettre à cet enseignant de vivre dignement et de venir donc dispenser les cours dans les meilleures conditions. Voilà ce à quoi veut donc arriver le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, ce qu'on n'a pas compris tout de suite dans certains enseignants qui essaient donc d'animer la toile avec cette décision. Mais de toutes les façons, il a d'abord le soutien politique et il a aussi une grande partie des parents d'élèves qui soutiennent cette décision-là. Donc je pense que la plupart des parents d'élèves, je suppose, hein, parce que ils ont tous dit c'est une bonne chose. Voilà, donc les enseignants ils ne seront pas d'accord parce que quelque part c'est leur portefeuille. Ils ne sont pas portefeuille. d'accord parce qu'ils n'ont pas de salaire pendant les vacances. C'est compliqué pour eux. Mais Non, les primaires, oui, parce que lorsque vous prenez aujourd'hui, c'est vrai, n'oubliez pas aussi entre-temps, il avait pris des dispositions parce que lorsque vous prenez par un certain nombre d'établissements publics, vous prenez des gens qui n'arrivent pas à remplir entièrement les horaires qu'il faut lorsque vous êtes enseignant du public. Donc, tous ces enseignants-là, lorsque vous prenez les secondaires, c'est eux pratiquement qui enseignent pratiquement dans tous les établissements secondaires de la place. Et il a estimé l'autre qu'il faudrait, si vous ne remplissez pas dans votre établissement, pour le compléter dans les enseignements techniques et ailleurs. Donc, quelque part, il a essayé d'harmoniser pour que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir. Et là, on recrutera ceux qui sont réellement donc enseignants et qui n'ont pas eu la chance d'être engagés par le public et qui vont donc faire le boulot au niveau du privé et vont exiger ce qu'il faut pour réellement vivre. Donc, le ministre, en réalité, prend des décisions qui puissent donc satisfaire pratiquement tout le monde et dont les enseignants le voient de mauvais, mais demain, je pense qu'ils salueront toutes ces décisions. Alors, j'aimerais un mot avant qu'on passe à la politique dans cette émission par rapport à l'éducation, par rapport à la décision du ministre. Oui, non, le ministre, on l'a dit, il a une unanimité au sein de l'opinion, même quand on n'aime pas le lièvre, comme on dit chez nous. Il faut quand même reconnaître qu'il court plus vite que soi. Donc, c'est ce que le ministre est en train de faire. C'est pas facile, c'est pas du tout facile. Mais je crois qu'on a besoin de ce genre de personnalité politique, ce genre de ministre. Donc, dans certaines sphères, et vous savez, l'éducation aujourd'hui, c'est la base de tout. Le chef de l'État vient de rentrer d'un sommet sur l'éducation. Oui, on va en parler tout à l'heure. Voilà, justement, je crois que c'est un défi mondial pour tous les États. Et le socle aujourd'hui, l'avenir de nos États repose sur l'éducation qu'on donne aux enfants, qui seront donc les adultes de demain, ceux-là qui prendront en charge la destinée de nos pays. Et si aujourd'hui on s'entend pour dire que l'éducation telle qu'elle est délivrée aux apprenants, il y a beaucoup à dire. Si on est d'accord que certaines pratiques fatiguent les parents, fatiguent les élèves, il faut prendre les taureaux par la corne et le faire. Et je pense que par les cornes, j'allais dire et le faire, je pense que ce que le ministre est en train de faire. C'est un ministre qui pratiquement chaque mois sort une nouvelle mesure, parfois deux dans le mois. Je crois vraiment qu'il arrive au bon moment. Cette fois-ci, c'est deux dans la même semaine. Voilà, deux dans 2 semaines. Il arrive au bon moment, et puis en même temps, il faut le dire, il fait partie de ceux-là aussi qui ont travaillé pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants, surtout dans le public. Et à l'université, il a beaucoup travaillé pour que les enseignants du supérieur soient très bien payés. Aujourd'hui, ils sont parmi les mieux payés de la sous-région. Et quand vous verrez, c'est vrai qu'il n'était pas l'enseignement primaire et secondaire, mais là aussi, il y a eu des améliorations. Donc les gens
ont vu leurs conditions de travail et de vie améliorées et on ne leur prive pas tant de leurs moyens de subsistance. C'est vrai que c'est un manque à gagner, mais ils ne sont plus dans la misère dans laquelle ils étaient il y a quelques années où on pensait que l'enseignant togolais est mal payé. Aujourd'hui, c'est le fonctionnaire le mieux payé. L'enseignant est le fonctionnaire togolais le mieux payé. Et donc, il faut le dire, donc, en contrepartie, c'est normal que l'État attende beaucoup des enseignants et on espère qu'ils vont adhérer à ce qui se fait. Ils ont eu des bonus qui leur donnent également. Non, le salaire en lui-même, ils sont partis du statut particulier à un statut spécial. Ce que lorsque vous regardez un peu dans les autres secteurs, personne ne l'a. C'est pourquoi Germain le disait tantôt, lorsque vous prenez au niveau des employés, d'abord ils sont les plus grands effectifs de salariés de la fonction publique, c'est eux. Et ils sont les mieux payés. Les mieux payés, il n'y a pas de secteur qui soit mieux payé que les enseignants. Actuellement, au Togo, il n'y en a pas. Même les médecins, il n'y en a pas. Alors, politique à présent, l'ANC était face à la presse pour dévoiler à l'opinion les propositions que ce parti a eu à faire lors de sa participation aux travaux du CNAP. Germain, dites-moi, vous avez fait des propositions, mais à la veille de la fin des travaux, vous êtes parti. Est-ce que ces propositions seront prises en compte? Bon, vous savez, l'ANC a sa façon de faire la politique. C'est pas l'ANC seul, c'est un peu toute l'opposition togolaise. Et donc, je crois que l'ANC est à la croisée des chemins, après les échecs successifs, enfin, les échecs liés aux élections et liés aussi au boycott des élections. Le parti se cherche aujourd'hui, avec le poids recueilli à la dernière présidentielle par son leader. Je pense que le parti a compris qu'il doit revoir sa stratégie, miné aussi par des dissensions internes, donc avec une diaspora qui n'est plus sur la même longueur d'onde que le directoire du parti ici au Togo. Et ça, c'est compliqué. Et vous savez, quand l'ANC a pris part à ce dialogue-là, parce qu'il s'inscrivait dans ce qu'on appelle la réelle politique, il y a des extrémistes dans la diaspora qui se sont opposés. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce revirement, c'est pour faire plaisir à ceux de la diaspora. C'est en même temps aussi pour ne pas être la cible de cette partie de l'opposition, notamment la DMK, qui n'a pas pris part à ce débat. Et malheureusement, je pense que ce qui se passe à l'ANC, c'est le fait de ne pas assumer ses choix. Parce qu'on réfléchit toujours par rapport à l'adversaire de l'opposition, pas le pouvoir en face, mais l'adversaire de l'opposition. Apparemment, les partis politiques de l'opposition au Togo, ils se font la guerre entre eux et ils négligent l'adversaire principal. Toute leur énergie, c'est contre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils emploient stratégie, énergie pour se neutraliser, s'affaiblir et après le pouvoir en place, il observe et ça c'est depuis les années 92, depuis la conférence nationale qu'on a assisté à cela et que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc je crois que l'ANC aujourd'hui s'est retiré in extremis parce que ne veut pas assumer les conclusions de ce dialogue-là. Quand on va à une concertation, c'est pas forcément tout ce qu'on propose qui doit être retenu. Donc l'ANC a sorti ce qui n'est pas retenu et le brandit en disant que si tel n'est pas le cas, donc elle ne continue pas. Mais il y a des partis aussi qui sont sortis pour expliquer pourquoi l'ANC s'est retiré, notamment sur la question de la recomposition de la CENI. Donc aujourd'hui, ce parti, heureusement, lors de sa sortie hier, n'a pas dit qu'il allait boycotter les prochaines régionales. Il estimait que ce n'est pas le moment d'en parler. Ça veut dire que même il est absent donc, de cette concertation-là, même s'il a quitté à la dernière minute, même s'il conteste. Aujourd'hui, le propos du ministre de l'administration territoriale, c'est sûr, presque sûr en tout cas que ce parti ira aux élections, en tout cas c'est ce qu'on leur souhaite. Mais je crois que ça reste un jeu connu de tous les Togolais.
les gens n'ont pas envie que le dialogue aboutisse. On a vu déjà au niveau de la CBJR comment ils ont boycotté les travaux. Après, ils ont pris les recommandations comme si c'est eux-mêmes qui les avaient proposées. On a vu un peu la rocade de Lomé. Après, ils ont refusé. À l'époque, ils étaient à l'UFC, donc de faire partie du gouvernement d'Union nationale dirigé par Maître Agoïbo, qui a conduit aux premières, en tout cas aux législatives de 2007. Et tout ça, c'est une stratégie bien connue des Togolais. Mais est-ce qu'elle porte ce fruit? Je crois qu'après la présidentielle du 22 février, l'ANC devait sérieusement se remettre en cause. On a cru que cette remise en cause était déjà mise en branle, mais on constate apparemment que les jeux de mots ont pris le dessus. Vision d'Afrique, Adam, vous avez traité le sujet comme suit. Togo, le CNAP est loin de passer à la trappe. Passe d'armes entre l'ANC et le ministre Boupessi. Oui, tous les Togolais pensaient que pratiquement la page, en tout cas superficielle du CNP était déjà tournée, mais elle a finalement été ressuscitée par l'ANC hier, par cette conférence de presse qui essayait un peu de recadrer sa position et de pouvoir peut-être revenir sur le cheminement qui l'a conduit donc à déserter les travaux à la veille de la clôture du CNP. C'est vrai qu'on s'y attend si normalement les relevés de conclusion tels que transmises au gouvernement et qui par ricochet peut-être vont tomber sur la table des députés pour que cette proposition-là puisse être prise en compte pour assainir pratiquement l'environnement politique du Togo, pour éviter les éternels remous, les éternelles critiques et les éternelles contestations liées donc à ces élections à venir. Là, sur les Togolais aujourd'hui en ont marre. La plupart du temps, lorsqu'on gagne des élections, cela crée toujours une division intense au niveau des Togolais. Puis pour ceux qui ne sont pas proches de la machine organisatrice de ces élections, on se pose des questions de savoir est-ce que la crédibilité était donc au rendez-vous. Ce que, disons, cette pêche-là est toujours tenue de main forte par les oppositions qui essaient un peu de flouer, à la limite d'enfumer les Togolais par rapport à leur appréhension de l'organisation des élections. Normalement, nous estimons que, d'après cette analyse-là, en temps normal, le CNP était donc un cadre dévolu à l'opposition togolaise là, de pouvoir faire renaître ces appréciations sur ce que devait être l'organisation des élections à venir, puisque c'est là où tout commence. Lorsqu'on arriverait peut-être à assainir ce cadre-là, les Togolais pourraient attendre les lendemains meilleurs en ce qui concerne les organisations des élections. Sauf que nous constatons que l'ANC est toujours sur le même cycle infernal, sur des contestations, puisque en son temps, qu'elle avait fait dans cette sortie, je pense que c'était un moment où le Parti Unir également avait pondu un communiqué qui n'est pas loin de la sortie du ministre de l'administration territoriale. On se posait la question de savoir pourquoi l'ANC n'avait pas intervenu en ce moment-là pour dire voilà qu'elle avait déjà transmis des notes au ministre de l'administration territoriale, lui faisant pouvoir comprendre qu'il devait donc quitter le CNP et que c'est à la veille que cette note-là a été mise donc en exergue. Donc on voit pratiquement le rôle flou que joue l'ANC en ce qui concerne son appréciation de ce que devait être la politique togolaise. Et je pense, Germain le disait tantôt, c'est un cycle déjà connu par les Togolais. Et il n'y a rien de nouveau et ça va toujours continuer. Sauf que ce cheminement-là ne fait pas aujourd'hui recette. Et je pense que l'ANC n'a pas su, puisque dans un passé récent, moi je disais qu'elle était toujours actuellement sur une bonne démarche et peut ressusciter, peut renaître de ses cendres au regard de sa déchéance lors de ces élections présidentielles. Mais nous avons constaté que cela n'a été que fiasco. Elle a retourné pratiquement sur les vieilles habitudes qui risquent encore de le rattraper et donc nous disons tout simplement que l'ANC n'a pas su apprendre
du passé. Merci. Et cela arrive donc de l'éternel dans de l'autre côté. Je rappelle que Vision d'Afrique est dans les kiosques depuis ce matin au prix de 250 francs seulement. Nous n'avons pas eu le temps de parler, de faire la une de Togo Réveil. Togo Réveil était dans les kiosques depuis vendredi aussi au prix de 250 francs. Le prix n'a pas changé avec 250 francs. Vous avez le journal. Est-ce que les gens peuvent l'acheter en ligne également? Bien sûr. Vous nous faites signe ici à Espoir 47 et on vous met en contact avec les différents directeurs. Merci à vous, chers invités, d'avoir préparé cette émission. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à 10h. Au revoir.